Ma sœur a poussé une corbeille à pain vers mon fils et a dit « Nous n'avons pas commandé pour lui ». Sa voix était calme, comme si l'humiliation faisait simplement partie du menu. Mon père a ricané. Tu aurais dû lui préparer quelque chose. Leurs enfants mangeaient des steaks à 100 € pendant que le mien fixait du pain froid. J'ai souri, dit un seul mot, noté, et toutes les têtes à cette table se sont tournées. Ils pensaient que c'en était fini. Ce n'était pas le cas. Parce que ce qui s'est passé après ce dîner n'a pas seulement changé notre famille, cela a révélé ce que nous faisions tous semblant de ne pas voir. Avant de vous raconter comment tout cela s'est déroulé, dites-moi, d'où est-ce que vous écoutez? Comme ça, je saurai que je ne suis pas la seule à avoir dû poser des limites avec sa famille. Quand les gens me demandent comment est ma famille, je dis généralement que nous sommes compliqués. C'est plus facile que d'expliquer la hiérarchie dans laquelle j'ai grandi, où mes parents traitaient ma sœur, Sophie, comme du verre et moi comme du béton. J'étais la stable, celle qui résolvait les problèmes, celle pour qui il n'avait pas à s'inquiéter. Sophie était la fragile, le chantier permanent que tout le monde devait protéger. Quand nous étions enfants, j'entendais ma mère dire « Chloé est forte. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'amour. » J'en riais à l'époque, pensant que la force était quelque chose dont il fallait être fier. Mais la force a un prix. Cela signifie que lorsque vous finissez par craquer, personne ne croit que vous en êtes capable. J'ai 35 ans maintenant, mère célibataire d'un fils de 9 ans nommé Léo. Il est calme, observateur, le genre d'enfant qui remarque tout mais dit peu. Je travaille comme responsable administratif dans une école privée à Toulouse. Mes journées sont faites de courriels, d'horaires de cours et de réunions de l'association parents-professeurs. Rien de glamour, mais ça paie les factures et nous garde en sécurité. Mes parents vivent à 30 minutes de là, à Colomiers, dans la même maison où j'ai grandi. Le papier peint n'a pas changé depuis les années 90, et eux non plus. Mon père croit toujours que la discipline est de l'amour, et ma mère croit toujours que le silence préserve la paix. J'avais l'habitude de leur rendre visite tous les dimanches jusqu'à ce que le calcul émotionnel ne tienne plus la route, les banalités, les commentaires de travers, les pics subtils qui me laissaient épuiser pendant des jours. Sophie. C'est l'enfant chéri qui ne semble jamais à court de seconde chance. Elle est passée d'emploi en emploi, de petit ami en petit ami, recommençant toujours à zéro. Mes parents la qualifient de courageuse pour essayer de nouvelles choses. Quand je paie son loyer ou que je vais chercher ses enfants à l'école, ils me qualifient de responsable. C'est drôle comme le même acte peut signifier la charité pour l'une et le devoir pour l'autre. Alors, quand mes parents m'ont invité à leur dîner pour leur 45e anniversaire de mariage, j'ai voulu croire que c'était une trêve. Le texto de ma mère disait « Juste la famille, rien de chic ». J'ai proposé de réserver le restaurant, un bon steakhouse à Toulouse avec un éclairage tamisé et des salons privés. J'ai même trouvé une entreprise pour restaurer leurs photos de mariage de 1978 et je les fais magnifiquement encadrer. Je pensais que, peut-être pour une nuit, nous pourrions tous nous asseoir à la même table et nous souvenir que nous étions du même côté. Je ne réalisais pas que je tombais droit dans un scénario dans lequel j'étais cantonné depuis l'enfance, celui où l'amour avait des conditions et le respect des limites. Le soir du dîner, Léo et moi sommes arrivés avec 5 minutes d'avance. Il portait le petit blazer bleu marine que j'avais repassé ce matin-là, ses cheveux peignés exactement comme il les aimait, nets, mais pas enfantins. Il a serré ma main alors que nous passions les lourdes portes en verre du steakhouse. Je me souviens de l'odeur de viande grillée, de la musique de jazz feutré, du cliquetis des couverts. C'était chaleureux, cher, presque trop parfait pour paraître réel. Sophie et sa famille étaient déjà là. Son mari, Marc, avait un verre à la main. Leurs garçons étaient affalés sur la banquette, bruyants et illuminés par leurs écrans de tablette. Sophie s'est retournée, a souri juste assez pour être polie, et a dit « Oh, salut, vous êtes arrivés ». Elle ne s'est pas levée. Ma mère m'a offert une étreinte distraite. Mon père n'a pas bougé du tout. Personne n'a regardé le sac cadeau que je tenais, la photo de mariage restaurée que j'avais mis des semaines à organiser. Il est resté à côté de moi comme une pensée après coup. J'ai aidé Léo à déplier sa serviette, j'ai montré le menu et j'ai chuchoté, « Tu peux prendre tout ce que tu veux ». Il a souri en voyant les nuggets de poulet. Simple, sûr, quelque chose qu'un enfant pouvait aimer. J'étais sur le point de faire signe au serveur quand Sophie s'est penchée, faisant glisser la corbeille à pain vers Léo. « Nous n'avons pas commandé pour ton fils », a-t-elle dit. Maman pensait qu'il est de toute façon un mangeur difficile. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu.
Puis mon père a ajouté, aussi désinvolte que jamais, tu aurais dû lui préparer quelque chose. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la facilité avec laquelle cela sonnait. Le ton de personne si habituée à vous ignorer qu'elle ne le remarque même plus. J'ai regardé ma mère. Elle fixait son verre d'eau comme s'il y avait quelque chose d'important qui flottait à l'intérieur. Personne d'autre n'a parlé. Les épaules de Léo se sont affaissées. Il n'a pas pleuré. Il a juste regardé le pain comme s'il pouvait disparaître s'il le touchait. Quelque chose en moi s'est brisé, mais sans faire de bruit. C'était silencieux, constant, maîtrisé. J'ai réalisé, assise là, que cette table avait toujours été la même, Sophie se resservait, moi je nettoyais les miettes. J'ai souri. Un seul mot est sorti de ma bouche, noté. Le son de ce mot a semblé résonner plus longtemps qu'il n'aurait dû. Sophie avait l'air confuse. Mon père est retourné à son steak, mais Léo m'a jeté un coup d'œil. Il m'a vraiment regardé. Et dans ses petits yeux timides, je l'ai vu. Il a compris que sa mère n'allait plus se laisser faire. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste attendu le moment de tenir cette promesse. Le serveur est revenu quelques minutes plus tard, son carnet de notes prêt, son sourire poli. « Sommes-nous tous prêts à commander ?» a-t-il demandé. L'air à cette table semblait plus lourd que l'éclairage. Je pouvais entendre la respiration calme de Léo à côté de moi. Mon père coupait toujours son steak, faisant comme si rien ne s'était passé. Ma mère faisait défiler son téléphone, et Sophie chuchotait quelque chose à Marc, probablement à mon sujet. Je me suis levé. La chaise a raclé le sol, assez fort pour que chaque conversation dans le salon privé s'arrête. En fait, ai-je dit, calme et posé, annulez toutes les commandes qui ne sont pas encore parties en cuisine, et mettez tout ce qui est déjà en route sur l'addition de mon père. C'est son anniversaire de mariage, après tout. On aurait pu entendre une mouche voler. Le serveur s'est figé. La mâchoire de Sophie est tombée. Mon père a enfin levé les yeux, la fourchette en l'air. Et pour mon fils, ai-je continué, il prendra l'entrecôte, saignante, avec des frites à la truffe et un Coca-Cola. Faites vite, s'il vous plaît. Le serveur a hoché la tête, les yeux écarquillés, et a disparu. Léo m'a regardé comme s'il ne savait pas s'il devait sourire. J'ai tendu la main, j'ai cassé un graissin en deux et je le lui ai donné. Mange, mon chéri, ai-je chuchoté. Tout va bien. Marc s'est raclé la gorge. C'était vraiment nécessaire? J'ai tourné mes yeux vers lui, calme comme du verre. Oui, ça l'était. Personne d'autre n'a parlé. Le seul son était le doux cliquetis des couverts d'une autre table à travers la mince paroi. L'oncle François, le frère de ma mère, a laissé échapper un petit rire grave de l'autre côté de la pièce. Je n'avais même pas remarqué que lui et tante Laura avaient rejoint le dîner en retard, assis au bout de la table. Les yeux de Laura ont croisé les miens, fiers et complices. Elle a hoché la tête une fois, comme si elle attendait depuis des années de me voir faire ça. Le dîner s'est éternisé, guindé et silencieux. Les garçons de Sophie se plaignaient que leur nourriture mettait trop de temps à arriver. Mon père n'a pas dit un mot de plus. Ma mère a essayé de sourire à travers la tension, sa voix cassante chaque fois qu'elle parlait. Quand l'addition est arrivée, le serveur l'a tendue directement à mon père. Le visage de mon père est devenu rouge, mais il n'a pas discuté. Alors que nous nous levions pour partir, j'ai plongé la main dans le sac cadeau et j'ai sorti la photo de mariage encadrée que j'avais fait restaurer. Elle était magnifique, des tons sépia, des bords lissés, eux deux souriant comme si le monde ne faisait que commencer. Je l'ai posée doucement sur la table. Joyeux anniversaire, ai-je dit doucement. Puis j'ai pris la main de Léo et je suis sorti. Nous sommes passés devant l'accueil, le bar, la musique de jazz douce qui jouait toujours comme si rien ne s'était passé. Dehors, l'air nocturne m'a frappé la peau, froid. Léo a serré ma main. Maman? Oui. Il a levé les yeux, petit et sérieux. Tu n'as pas eu peur? J'ai souri. Non, mon bébé. J'en avais fini. Le temps que je borde Léo dans son lit cette nuit-là, mon téléphone s'illuminait déjà, des appels de maman, des appels FaceTime manqués de Sophie, un long message vocal de papa. Je n'en ai écouté aucun. Je savais exactement ce qu'il dirait. Tu nous as embarrassés. Tu as fait une scène. Tu as gâché notre dîner. Pour une fois, je m'en fichais. J'ai versé un verre d'eau, je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé le calme s'installer.
La maison semblait silencieuse, sûre. Personne ne parlait plus fort que moi. Personne ne me disait ce que j'aurais dû faire différemment. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Sophie, tu dois de l'argent à papa pour le dîner. 1150 €. Pétapart. Je l'ai fixé pendant une longue minute, puis j'ai tapé en retour un seul mot, noté. Je n'ai pas appuyé sur envoyer. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour voir mes parents et Sophie sur le porche. Ils n'avaient pas appelé avant. Ils ne le faisaient jamais. Papa tenait une enveloppe. Les lèvres de maman étaient si serrées qu'elles étaient presque blanches. Sophie avait les bras croisés, ses lunettes de soleil toujours sur le nez, bien qu'il fasse nuageux. On peut entrer, a demandé maman, s'avançant déjà. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste écarté. Léo était assis sur le canapé, faisant semblant de jouer à sa Switch. Il a levé les yeux, a croisé mon regard, puis a baissé les yeux à nouveau. Il n'avait pas besoin de voir ça, mais il en avait déjà assez vécu pour savoir comment ça se passait. Papa a posé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine avec un bruit sourd. C'est la facture d'hier soir. Tu avais accepté de payer la moitié. Tu ne l'as pas fait. Je me suis appuyé contre le comptoir. Calme. En fait, je n'ai pas accepté ça. J'ai proposé d'inviter, et vous en avez fait une humiliation publique. C'était votre addition. Tu as embarrassé toute la famille, a dit maman, la voix tremblante. En public, Chloé. Les gens regardaient. Sophie est intervenue, plus sèchement. Tu es délirante. Tout le monde en parle. Tu avais l'air folle. J'ai ri doucement. Folle? Vous avez rendu mon fils invisible. Peut-être que c'est à ça que ressemble la folie pour les gens qui ne supportent pas de se regarder dans un miroir. La bouche de Sophie s'est ouverte, mais le camion de l'oncle François s'est garé avant qu'elle ne puisse parler. Je l'avais appelé 15 minutes plus tôt, en disant « Ils sont là ». Il avait simplement répondu « Nous sommes en route ». Quand lui et tante Laura sont entrés, l'atmosphère dans la pièce a changé. Le visage de ma mère s'est décomposé. Les yeux de papa se sont rétrécis. François m'a fait un signe de tête. « Ça va ?» « Parfaitement, ai-je dit. » Laura est allée directement au comptoir, a regardé l'enveloppe, puis s'est tournée vers mes parents. « Vous êtes vraiment venu ici pour réclamer de l'argent à votre fille après ce qui s'est passé ? » « Ce ne sont pas tes affaires, » a dit maman rapidement. François a croisé les bras. « Ça le devient quand vous continuez à prétendre qu'un enfant vaut plus que l'autre. » Sophie a ricané. « Oh, s'il te plaît. » C'est reparti. « Pauvre, parfaite Chloé. » Je me suis tourné vers elle, ma voix égale. « Tu sais, j'ai payé ton loyer pendant presque un an, payé ta facture d'électricité, acheté les cadeaux de Noël de tes enfants. Tu n'as jamais dit merci. Tu as juste dit que tu me rembourserais bientôt. » François a fait glisser une pile de papiers sur la table, des photocopies de paiement et de virements. Je ne lui avais pas dit que je les gardais, mais Laura m'avait suggéré de tout documenter des mois auparavant. Sophie est devenue blême. « Tu as gardé des archives. »« Je garde les reçus, ai-je dit. Pour les gens qui oublient combien ils prennent. » La main de maman s'est levée, tremblante. « Assez. C'est une affaire de famille privée. » Laura est intervenue, son ton calme mais ferme. « Alors commencez à vous comporter comme une famille. » Personne n'a parlé. Même Léo a levé les yeux du canapé. J'ai attrapé l'enveloppe sur le comptoir et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait la facture du restaurant, 1150 €. Une écriture soignée en bas, Pétapart, Chloé. J'ai sorti 575 € en espèces de mon portefeuille. Je les ai posés dessus. Voici la moitié. Pas par culpabilité, par mesquinerie. Je dormirai mieux en sachant que vous n'avez pas eu le tout. Le visage de papa est devenu rouge vif. Tu manques de respect. Non, ai-je dit. J'en ai fini. J'ai fait glisser les papiers restants du dossier vers eux, la preuve de chaque paiement que j'avais jamais fait à Sophie, des captures d'écran de messages, même une note du conseiller scolaire confirmant que Léo allait bien après leur soi-disant signalement pour inquiétude. Le visage de maman s'est vidé de sa couleur. Papa a serré la mâchoire. Sophie tremblait. Tu es pathétique, a-t-elle dit, la voix brisée,
a entraîné tout le monde dans ta chute parce que tu ne supportes pas de ne pas être la favorite. Je me suis approché. Tu as toujours été la favorite, Sophie. Tu l'as simplement confondue avec de l'amour. Le silence est tombé dans la pièce. François a hoché la tête une fois. C'est tout. Nous avons terminé ici. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte et j'ai attendu. Il leur a fallu quelques secondes, mais finalement ils sont sortis. Mon père en premier, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Ma mère ensuite, les yeux humides. Sophie en dernier, me foudroyant du regard. Quand la porte s'est fermée, je l'ai verrouillée et j'ai appuyé mon front contre le bois. Pendant un moment, je suis resté là, à respirer. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal d'un numéro inconnu. J'ai appuyé sur lecture. Ici l'aide sociale à l'enfance. Nous avons reçu un signalement anonyme concernant votre fils, Léo. Nous aimerions programmer une visite à domicile. Je me suis figé. Au moment où l'on a frappé à la porte 2 heures plus tard, j'avais déjà nettoyé chaque surface de la maison, vérifié 2 fois le réfrigérateur, rangé la chambre de Léo. Les 2 femmes à la porte étaient professionnelles, calmes. Elles ont posé des questions. Elles ont regardé autour d'elles. Elles ont souri au dessin de Léo scotché sur le réfrigérateur. L'une d'elles a dit doucement avant de partir, on peut dire que c'était un malentendu. Vous seriez surprise de voir à quelle fréquence la famille fait ça. Je n'étais pas surprise. Plus maintenant. Cette nuit-là, j'ai tout rassemblé, des copies de paiement, de messages, de photos, et une lettre que j'avais trouvée des mois auparavant dans une boîte au garage. L'écriture de ma mère, datée de 35 ans, je ne pense pas que je m'attacherai un jour à ce 2e enfant. Je suis trop fatigué pour essayer. J'ai relu la dernière ligne encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Cette lettre n'était pas destinée à ce que je la trouve, mais elle expliquait tout. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate, Carole, une amie de Laura. Nous avons déposé une mise en demeure formelle contre mes parents et Sophie, invoquant le harcèlement et la fausse dénonciation. Carole a été rapide, efficace et furieuse en mon nom. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée à ma porte, cette fois de leur avocat. Ils déposaient une demande de droit de visite des grands-parents, affirmant que je leur refusais l'accès à Léo par dépit. Carole l'a lu, a eu un sourire narquois et a dit « Ils n'ont aucune chance. La loi française ne les soutiendra pas. Mais assurons-nous qu'ils regrettent même d'avoir essayé. » Nous avons déposé une réponse complète avec des preuves jointes, la preuve du harcèlement, le rapport des services sociaux classés, non fondés, la trace des paiements et cette vieille lettre de ma mère. 3 jours plus tard, l'affaire a été classée sans suite. Quand je l'ai dit à Léo, il a juste hoché la tête. Alors, ils ne peuvent plus nous déranger? Non, mon chéri, ai-je dit. Plus maintenant. Il a souri, un sourire petit mais sincère. Ce soir-là, alors que je le regardais colorier à table, j'ai réalisé que ce n'était pas une vengeance que j'avais accomplie, c'était un sauvetage. Un sauvetage d'une famille qui confondait la loyauté avec l'obéissance et l'amour avec le contrôle. Après que le tribunal a rejeté leur demande, le silence s'est finalement installé comme de l'air pur après une tempête. Pas d'appel, pas de message, juste le calme. J'ai changé les serrures la même semaine et j'ai mis à jour mon testament, nommant l'oncle François et tante Laura comme tuteurs légaux de Léo s'il m'arrivait quelque chose. C'était étrange, libérateur, comme couper une corde qui me serrait les poignets depuis des années. Marc, le mari de Sophie, a envoyé un unique texto 2 jours plus tard, une capture d'écran d'un virement bancaire, la moitié du loyer que j'avais couvert pour eux. Pas d'excuses, pas de mots, juste des chiffres. Quelques minutes après, un autre message est arrivé, j'en ai fini avec elle. Prends soin de toi. Je l'ai fixé un moment avant de le supprimer. Il ne valait pas l'espace sur mon téléphone. Aucun d'entre eux ne le valait. Quand j'ai vu ma mère à l'épicerie une semaine plus tard, elle avait l'air plus petite, plus âgée. Elle n'a pas parlé, elle est juste restée près du rayon des fruits et légumes, faisant semblant de comparer les prix des pommes. Je suis passé juste devant elle. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas arrêté pour la mettre à l'aise. À la maison, Léo lisait sur le porche. Le coucher de soleil peignait son visage d'or et d'orange. « Tu as l'air différente », a-t-il dit doucement. « Je le suis », lui ai-je répondu. J'ai arrêté d'essayer de réparer ce que je n'avais pas cassé. Il a souri, s'est appuyé contre mon épaule et a continué à lire. L'air était calme, paisible,
Et pour une fois, personne d'autre n'avait le pouvoir de le gâcher. Quelques semaines plus tard, Léo et moi avons roulé vers le nord jusqu'aux gorges de l'Aveyron, juste nous deux. Nous avons installé un petit camp près du lac, fait griller des guimauves et regardé le feu crépiter dans la nuit. Les étoiles semblaient infinies, intactes de tout ce que nous avions laissé derrière nous. Léo s'est tourné vers moi, sa voix douce. « Tu as l'air plus légère, maman. » J'ai souri, en regardant les flammes danser dans ses yeux. C'est à ça que ressemble la liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'étais juste libre. Si vous avez déjà eu à poser des limites avec votre famille pour protéger votre paix, dites-moi dans les commentaires, d'où est-ce que vous écoutez ce soir? Parce que je sais que nous ne sommes pas seuls.